Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par les formations de l'Argus de l'assurance sur les data science et leur application dans le domaine de l'assurance. Donc, webinaire que nous avons le plaisir d'organiser avec Kezan Chi, donc, qui est manager data scientist chez Capgemini. Il aura l'occasion de se présenter juste après. Donc, juste deux mots donc, sur l'Argus de la formation. Donc, vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Donc, nous organisons plus d'une centaine de programmes de formation différents tout au long de l'année. Et bien évidemment, compte tenu de la période actuelle de Covid-19, aujourd'hui, l'intégralité de nos formations sont disponibles en mode classe virtuelle pour l'ensemble de nos formations. Voilà, juste quelques éléments sur comment va se passer le webinaire. Donc, il va y avoir une présentation de Keisan environ pendant une demi-heure, 45 minutes à peu près. Et ensuite, se suivra une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation dans le module de questions qui est prévu à cet effet, donc dans le panneau de configuration de GoToWebinar, l'outil qui permet la diffusion de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par ce biais-là. Et puis, à la fin de la présentation, je réapparaîtrai et nous échangerons du coup avec Keisan et je lui poserai du coup les différentes questions que vous avez pu lui poser. Voilà. Donc, je vais laisser la place à Keisan. Je vais te laisser te présenter et puis démarrer ce webinaire sur les data science. Merci beaucoup Joël pour l'introduction. Donc, bienvenue à ce webinaire centré sur le thème de l'utilisation des données en assurance. Donc, je m'appelle Kezan Chi et je suis manager data scientist chez Capgemini, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le conseil en management, en stratégie et la transformation de l'entreprise. Donc, nous avons une communauté de data scientists qui travaillent sur les problématiques de tous les secteurs et je m'occupe en particulier des cas d'usage en assurance. En effet, ça fait presque 10 ans que je travaille dans ce secteur. Et dans les sociétés d'assurance ou de mutuelles, on manipule et analyse une grande quantité des données sur les assurés, les contrats, les risques assurés et d'autres flux financiers. Tout au long de la vie des contrats d'assurance, on collecte des données sur les assurés. Ce processus est plutôt linéaire, donc on commence par l'étape de prospection, puis de souscription, en intégrant la partie tarification du contrat, puis on devra faire de contrôle post-souscription, tout en proposant des produits donc tout au long de la vie des contrats, proposer aussi des produits et garanties complémentaires. Et puis, il y aura des sinistres à gérer et enfin, on arrive à la résiliation du contrat. Tout au long de ce processus, on a plein de cas d'usage qui ont des enjeux différents, comme la qualité de données, meilleure connaissance des clients, optimisation des modèles, que ce soit la tarification, ciblage des clients, prédiction de résiliation ou action de rétention, donc des actions commerciales à mettre en place pour retenir le client. On peut également citer l'enjeu de l'automatisation des process opérationnels qui doivent s'appuyer sur des techniques d'intelligence artificielle. Pourquoi j'ai mis ce processus normalement linéaire en cercle? C'est pour mettre en évidence le fait qu'on doit avoir une vision 360 du client. Et aussi, on va voir à travers des exemples, optimiser des modèles ou des cas d'usage pour les différents moments de la vie du client. Et donc, on va mettre en place des projets data transverse afin d'optimiser les différents cas d'usage que vous avez vus rapidement et que je vais du coup détailler un pour voir, pour vous montrer concrètement comment on peut faire. Et donc, de façon générale, je dirais que pour mettre en place un outil data, on doit s'appuyer sur 3 piliers. Donc, d'abord, la bonne connaissance des cas d'usage, mais aussi les techniques data science pour résoudre concrètement ces problématiques métiers. Et à la fin, pour avoir un outil qui soit industrialisé, qui soit vraiment utilisé par les opérationnels, on doit penser à l'industrialisation du coût du modèle et de tout ce processus avec si possible à la fin une plateforme sur laquelle les gestionnaires, par exemple, peuvent se connecter pour l'utilisation de ces modèles. Donc, alors, je voulais, hop,
Donc, les 3 piliers, donc pour chaque pilier, il y aura des compétences à avoir. Donc, pour la partie problématique, vous venez de voir, donc si vous connaissez bien le métier, il y aura, vous pouvez sans doute penser à plein de problématiques. Néanmoins, il est important de bien préciser les besoins précis, parce que quand on parle, par exemple, de la détection de fraude, si on n'est pas suffisamment précis, eh ben, ça ne veut rien dire et on ne peut pas mettre en place un outil alors qu'on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'on souhaite faire lorsqu'on, par exemple, qu'on détecte des fraudes et quelle est la nature des fraudes et quelles sont les actions à mettre en place une fois qu'on détecte des fraudes. La deuxième partie, c'est la connaissance technique. Donc, c'est normalement le travail, on va dire, des data scientists. Les techniques que vous allez voir à travers cet exemple que je vais vous présenter, donc notamment la partie text mining et machine learning. Les données, on les analyse depuis très longtemps. Et pourquoi maintenant on parle du coup plus de ce qu'on appelle le big data, le machine learning, l'intelligence artificielle? Avant de donner ce cas-là, on peut sans doute parler aujourd'hui de ce qu'on appelle des dark data, des données qui sont non structurées, qui peuvent nous aider à avoir des informations complémentaires sur les différents cas d'usage qu'on présente. Donc ici, vous voyez donc la différence entre les données structurées et non structurées. Et c'est un peu une nouveauté. Évidemment, ça ne veut pas dire que juste avec les données structurées, on ne fait pas des choses innovantes. On le fait aussi. Mais simplement pour vous donner pendant ce webinaire un exemple pour illustrer, j'ai choisi, donc on va voir, les données brutes qui seraient des données de texte. Donc, par la suite, je vais vous présenter un cas pour illustrer tout ce que je viens de dire sur la collaboration des data scientists et les métiers. Et aussi après, on va élargir grâce à cet exemple, on verra quelques principes et quelques caractéristiques de ces projets data. Et à la fin, on reviendra sur concrètement ce que ça veut dire machine learning. Donc, il y aura d'autres webinaires planifiés justement pour approfondir certains cas, et notamment sur les techniques de machine learning. Mais à la fin, vous aurez un petit aperçu de ce que ça veut dire les algorithmes de classification. Alors, démarrons par ce premier cas, enfin ce cas que je présente du coup. L'idée, c'est de dire que pour une assurance professionnelle, il peut y avoir des mauvaises qualités de données. Et quand je dis pour l'assurance professionnelle, si vous voyez, vous examinez un peu les données que vous avez, c'est vrai en fait pour tout type de produit, évidemment. On peut dire que sur l'adresse, par exemple, sur le nom, parfois même le nom de l'assuré, il peut y avoir des erreurs de saisie, etc. Et évidemment, là aussi, pour les garanties, c'est pareil, que ce soit des erreurs de saisie ou non, justement, les gens parfois essaient de tricher pour avoir un produit moins cher, enfin un tarif moins cher. Donc, ils peuvent mal souscrire au niveau des contrats. Et du coup, au niveau de l'indemnisation, on ne vérifie pas forcément les garanties, donc on peut mal indemniser là aussi. Donc, le contexte ici, c'est d'analyser donc un assuré professionnel pour qui on a un descriptif qu'on pourrait récupérer sur Internet ou à partir des documents qui l'envoient sur cette activité professionnelle qu'on garantit. Donc, la problématique data va se structurer de cette façon. En entrée, on a un texte, encore une fois, qui peut être récupéré grâce à d'autres techniques de data qui seraient web scraping ou l'OCR à partir des documents scannés. Donc, à la fin, on va admettre qu'on obtient un texte de ce genre et on doit construire un algorithme pour prédire si c'est une activité de menuisier, par exemple, ou de plombier ou d'électricité, etc. Donc, pour ce faire, on peut tout simplement, là aussi, c'est pour commencer par quelque chose de très simple. On doit toujours voilà, faire un produit minimum viable. Et l'idée, c'est de dire que si on doit trouver des mots-clés pour prédire la présence d'une activité, on peut tout simplement mettre en place, dans un premier temps, des mots-clés à rechercher. Par exemple, pour les travaux d'électricité, tout simplement, c'est le mot électricité. Donc, une fois qu'on trouve, eh ben, on peut conclure que oui, ce client, il a bien besoin d'une activité, enfin, il fait bien une activité d'électricité. C'est assez simple à mettre en place, mais maintenant, le problème, évidemment, c'est que ce n'est pas suffisamment performant.
Et d'ailleurs, ce même type de problème d'analyse de texte, vous le rencontrez sans doute aussi sur d'autres problématiques similaires. Par exemple, pour les noms-prénoms, là, je donnais un petit exemple sur, voilà, que vous voyez là, Jean-Marie Dupont versus Jean-Marie Dupont. Voilà, vous voyez que c'est légèrement différent. Et vous l'avez sans doute rencontré, je ne sais pas si vous êtes conscient de ces problématiques de recherche de bénéficiaires pour les contrats en vie. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, c'est toujours l'écriture textuelle qui peut différer légèrement. Et du coup, comment on fait? Si les métiers ne connaissent pas les techniques, ils vont dire, ah, bon, bah, il va falloir corriger à la main, ou alors on doit vérifier les lignes. Si on n'arrive pas à trouver les personnes ou s'il y a un problème, il faut vérifier à la main. En réalité, dans un premier temps, on peut déjà utiliser une petite technique qu'on appelle la distance textuelle qui permet de quantifier finalement la similarité des mots. Par exemple, on peut dire que grâce à cette quantification, on peut dire que électricien et électricité est similaire avec une distance qui est affichée ici. Et cette distance-là, il y a plusieurs façons de quantifier. L'une des façons assez classiques, c'est la distance de Levenshtein, par exemple. Et on peut aller un peu plus loin parce que très souvent, quand on note des mots, on entend, on le transcrit avec le son. Du coup, on peut introduire aussi la notion de distance phonétique. Il y a un exemple ici par rapport aux références, qui est le texte de référence qui est gros malon que vous voyez là. Et après, on affiche les deux types de distance, Levenshtein et la distance phonétique. Là, vous voyez, vous pouvez comparer les deux distances. Donc, l'idée, évidemment, c'est de dire que plus on a une distance qui est petite, plus ça veut dire que cet algorithme prédit une grande similarité entre les deux chaînes de caractères. Voilà. Juste du coup, pour expliquer la distance de Levenshtein, c'est tout simplement le nombre d'opérations pour passer d'un mot à l'autre. Et les opérations sont des trois types suivants: ajout d'une lettre ou suppression ou le remplacement d'une lettre. Et la distance phonétique, compte tenu de la spécificité à une langue, il va falloir malheureusement faire à la main. Enfin, c'est-à-dire que moi, je ne connais pas de package à ce jour qui permet de le faire automatiquement. Et du coup, l'idée, c'est de faire à la main. Et même, on peut introduire des pondérations. Par exemple, en français, EN et AN, on peut dire que c'est similaire, alors que ON est moins similaire que AN. Donc, voilà. Et grâce à cette approche-là, l'idée, c'est de dire qu'avec un texte en entrée, on va faire un matching, évidemment, approximatif ou exact, qui permet de savoir si l'activité est présente. Maintenant, le problème, si on revient sur le descriptif 2, c'est que pour l'activité, par exemple, de menuisier, de menuiserie, parfois, les mots-clés n'ont rien à voir avec le libellé, donc placard ou dressing. Et donc, comment on va faire? Et on va le faire grâce à une approche justement machine learning qu'on va voir. Dans un premier temps, on va nettoyer. Donc, comme je disais au début, les textes, ce sont des données non structurées. Non structurées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne ou de colonne. Et comment on fait? Eh bien, il y a une approche que vous voyez ici qui consiste justement à transformer ces données non structurées, textuelles, en données structurées. Comment on fait? Tout simplement, en prenant en compte les documents individuels ici, on va dire que chaque ligne, c'est un document et chaque colonne, c'est les mots qui sont présents dans les documents. Et là, vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup de colonnes parce qu'il y aura beaucoup de mots individuels. Et puis, les caractéristiques qu'on met, les nombres qu'on met, enfin, les valeurs qu'on met dans la matrice, ça peut être de plusieurs types. Par exemple, le plus simple, c'est présence ou non du mot. On peut faire un peu mieux avec la fréquence ou encore mieux avec une fréquence pondérée. Et bien sûr, quand on construit cette matrice-là, on ne doit pas oublier de nettoyer les données textuelles avec quelques exemples de nettoyage ici. Donc, la suppression des ponctuations, par exemple, la transformation de cases. Donc, on peut mettre tout en minuscule ou majuscule. Et après, tout ce qui est accent, on peut aussi les remplacer par des mots, par des lettres sans accent. Et suppression des mots qui sont vides de sens ou stop words en anglais, par exemple, de, les, mais aussi dans ce contexte d'activité BTP, on peut également supprimer des mots comme travaux ou entreprise. Et une fois que cette matrice caractéristique est obtenue, on va pouvoir construire un algorithme de classification dessus. Intuitivement, qu'est-ce que ça fait? Comme vous pouvez voir cet exemple ici, sur ce document-là, par exemple, enfin, sur le deuxième.
on a les mots dressing et placard qui sont présents dans les documents. Et là, il se trouve que la variable cible menuiserie est 1. Intuitivement, l'algorithme va apprendre ce pattern qui dit que si jamais placard et dressing sont présents, avec telle ou telle fréquence d'ailleurs dans ce document, on va dire que la variable cible qui est menuisier, qui est binaire, ici oui, non d'ailleurs, on va dire que c'est oui. Et une fois que c'est appris par cet algorithme de classification, pour un nouveau document qui arrive avec la présence de ces mots-là, ben, on va pouvoir prédire oui aussi. Évidemment, là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que les mots ne sont plus considérés, entre guillemets, comme des mots dans le sens où ce sont des variables de cette matrice-là. Finalement, que ce soit placard ou tracing, le sens n'est plus pris en compte par l'algorithme avec cet algorithme qui prend uniquement en compte les quantités pour une variable donnée. Et de la même manière, pour la variable cible menuisier, là aussi, menuiserie, finalement, l'algorithme ne connaît pas le sens de ce mot. On va avoir d'autres exemples avec lesquels on joue beaucoup plus, enfin, on essaie de faire une analyse plus sémantique que ça. Voilà, bien sûr, toujours, on doit bien nettoyer les variables pour réduire un peu, pour que ce soit un peu plus propre, par exemple, avec les pluriels et tout ça. Donc, évidemment, je passe vite, hein, donc il y aura pas mal d'opérations de nettoyage à faire. Comme on dit toujours, quand on a un projet data science, on passe 80% du temps à nettoyer les données. Donc voilà, et au niveau des algorithmes de classification, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous les connaissez. Encore une fois, comme je disais, à la fin, je vais vous donner en quelques minutes quelques intuitions sur les principes des algorithmes de classification. Alors, pour améliorer la performance de l'algorithme, on pourra faire ce qu'on appelle du feature engineering. Un exemple que j'ai cité très rapidement, à la place de la fréquence des mots, on peut pondérer les termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des mots comme travaux, entreprise, dans le contexte de BTP, je disais qu'on peut les supprimer ou on peut les garder. Si on les garde, qu'est-ce qui se passe justement? Ce qui se passe, c'est que ce sont des mots qui sont présents un peu partout dans les documents. Et si ce sont des mots qui sont présents partout dans le document, peut-être qu'il faudrait les diminuer en termes d'importance. Et l'idée, du coup, avec ce qu'on appelle TF-IDF, c'est tout simplement de dire que si les mots sont présents partout dans les documents, dans ce cas-là, on va proportionnellement diminuer en importance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, les quantités que vous aurez dans cette matrice-là, ce sont des quantités qui mettent en évidence des mots qui sont uniquement présents dans certains documents. Donc, du coup, qui expliquent de façon typique une activité grâce à ces mots qui sont présents, donc qui caractérisent cette activité-là. Quand je disais un mot, finalement, on peut faire plusieurs mots, ce qu'on appelle des n-grammes. Donc, par exemple, le terme salle de bain, c'est plusieurs termes ensemble, veut dire quelque chose ça a un sens plus précis que les mots considérés séparément. Par exemple, salle bain, salle, ça peut être salle à manger, alors ici, c'est salle de bain, c'est quelque chose de précis. Donc, avec le n-gramme, on peut ainsi capter le sens un peu plus riche des ensembles de termes qui sont dans ces documents. On va voir aussi la technique de Word2Vec qui permet finalement d'associer des synonymes. Alors ici, quand je dis synonymes, ce n'est pas des synonymes de dictionnaire, c'est plutôt des synonymes au sens de ce qu'on est en train au sens sémantique des choses qu'on est en train de traiter. Ici, donc, c'est des activités BTP. Par exemple, au sens des activités BTP, alarme et caméra Wi-Fi ou caméra de surveillance peuvent être similaires. Parce que, pourquoi similaires? Donc, entre guillemets, des synonymes, parce que c'est le même métier, électricien par exemple, qui fait toutes ces activités-là. Justement, quelques exemples. Là encore, c'est un algorithme que je ne vais pas détailler tout le principe, qui a permis d'avoir ce genre de conclusion. Pour un mot comme électricien, on trouve des mots similaires avec un coefficient donné. Évidemment, ça n'a pas été bien nettoyé. C'est aussi pour vous montrer que le fait de travailler sur un algorithme permettant d'aboutir à un résultat performant, c'est un processus de longue haleine qui nécessite aussi plein de nettoyage. Très
parlantes, comme par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez toujours, de mon côté, il y a l'écran qui a sauté. Hop. OK. OK, je pense que c'est bon. Par exemple, le tabloutier par rapport à l'électricien. Donc, grâce à une analyse globale des corpus, on découvre aussi des choses intéressantes. Domotique, par exemple, c'est câblage, informatique, parafoudre. Donc, vous voyez. Et l'idée, tout simplement, c'est de dire que soit on demande, entre guillemets, à des stagiaires qui peuvent nous associer ce genre de mots en lisant des documents, on va dire, liés aux activités BTP, ou alors, vous voyez, on peut aussi utiliser cet algorithme pour nous trouver des mots similaires. Pour aller un peu plus loin, pour vous donner quelques exemples qui sont assez, je dirais, surprenants, eh ben, en faisant l'analyse de ce corpus, non seulement on arrive à trouver des mots similaires, mais aussi on peut faire une analyse sémantique. Ici, c'est une analogie un peu lexicale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'idée, c'est de dire qu'on peut mettre deux choses ici, c'est le métier et la profession. Le métier ici, c'est électricien, métier et l'activité. Du coup, l'électricien fait, entre guillemets, domotique ou câblage. Et là, on va faire une opération vectorielle. Et cette opération vectorielle va prendre en compte finalement une relation sémantique entre la nature du métier et l'activité. Et donc, du coup, si on fait électricien moins domotique, quelque part, il y a une information subtile, implicite, qui est captée dans cette différence de deux vecteurs. Et ben, si on ajoute un autre mot qui est sanitaire, ben, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, finalement, ce qu'on va trouver, c'est le métier qui fait, entre guillemets, sanitaire. Donc là, vous voyez, électricien, donc c'est métier moins activité, va être égal à métier moins activité. Comme le moins sanitaire de ce côté, c'est un moins, donc je bascule de l'autre côté, ça devient un plus. Donc du coup, cette opération-là va nous donner le métier de celui qui fait, celui qui fait sanitaire. Et ben, je vous donne la réponse. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est même pas triché, c'est l'algorithme qui a donné ce résultat. Donc du coup, grâce à ce genre d'analyse, et en réalité, il y a des exemples, il y a des résultats encore plus riches, ce n'est pas juste une réponse unique qui est donnée, c'est en réalité une liste, comme vous voyez au début, de plusieurs propositions. Comme par exemple, ici, peintre, j'avais aussi d'autres exemples qui sont assez parlants, du genre plâtrier, je crois. Voilà. Plâtrier, ce genre de mots auxquels on n'y pense pas forcément, et l'algorithme nous permet de les restituer de façon mathématique. Voilà. Et donc, du coup, grâce à tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on fait du coup? On peut faire de cette façon-là. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait qu'on faisait des recherches au niveau juste des mots, exacts ou approximatifs. Et bien, grâce à ce qu'on vient de voir, on peut avoir cette approche-là de façon un peu agnostique au niveau du sens des mots, en construisant ce cadre de machine learning. On met en entrée des textes, on fait bien sûr une phase de nettoyage pour que des algorithmes de classification puissent prendre en compte. Et là, c'est un exemple de classification multinomiale, c'est-à-dire que pour chaque texte, on va prédire le libellé prédominant. Et en réalité, on sait que pour la même entreprise, il peut y avoir plusieurs activités. Et du coup, en réalité, ce qui est plus pertinent dans ce cas-là, c'est de faire plusieurs algorithmes et chacun est associé à une activité, à une garantie. Et du coup, c'est une classification binaire et ça nous donne une probabilité de oui/non sur la garantie concernée. Et puis à la fin, c'est là où c'est important de savoir combiner avec la réalité opérationnelle qui est souvent complexe, combiner ces plusieurs techniques pour à la fin construire ce produit nous permettant de prédire ou de suggérer des garanties en fonction d'un texte. Alors, pour que ce soit complètement utilisable sur le terrain, l'idée, c'est d'expliquer aussi complètement comment l'algorithme est arrivé à ses conclusions. Il n'est pas rare du tout de le rencontrer, ce genre de problème, ce qu'on appelle des algorithmes qui sont considérés comme des boîtes noires. Et si on n'arrive pas à comprendre ce que
font ces algorithmes, parfois, on va pas pouvoir faire confiance et devant certains qui peuvent demander des explications, eh ben, c'est important d'avoir l'explicabilité. Et ici, on le fait de cette façon. Finalement, comment on arrive à prédire? Ah ben, tout simplement, c'est avec la présence des mots. Et certains mots, d'ailleurs, permettant plus que d'autres de prédire à la fin le résultat. Par exemple, le résultat ici, ça peut être menuisier intérieur pour les fermetures et protection solaire. Et ben, pourquoi on a dit ça? Ben, parce que c'est en présence de ces mots-clés-là qu'on surligne. Je vais passer plus vite. Donc là, vous voyez, grâce à ce cas-là, on a vu plusieurs approches de data science, en partant d'abord de la construction de la problématique, en collaborant entre métiers et data scientists pour bien comprendre le contexte, et les techniques web scraping et OCR que je n'ai pas montré permettant de récupérer, de collecter les données, et puis la manipulation de ces chaînes de caractères qui sont considérées du coup comme des données non structurées, permettant ensuite de construire des algorithmes de classification. Et une fois que ce cas d'usage est construit, on revient sur le point de départ. Et comme je disais au début, l'idée, c'est de dire que quand on met le client au centre des cas d'usage, et une fois qu'on arrive à construire des algorithmes, on se rend compte que ça peut être utilisé un peu partout. Ce même algorithme de prédiction, du coup de suggestion de garantie, peut être utilisé dès la prospection. Donc, au lieu de demander à des assurés de remplir eux-mêmes les garanties, parfois, vous voyez, ça peut être long et les gens peuvent se tromper. Donc, on peut utiliser déjà cet algorithme pour leur suggérer des garanties. En plus, on garantit une bonne qualité, une meilleure qualité aussi de la souscription de ces garanties-là. Et pour la tarification, on peut améliorer notre tarification puisque grâce à ces algorithmes, on peut faire une analyse un peu plus fine des risques. Et post-souscription, on peut refaire le contrôle et aussi on peut surveiller, donc toujours grâce à ce même processus une fois mis en place, en collectant continuellement les données complémentaires, par exemple en aspirant des données sur les sites internet et d'autres sites annuaires permettant de mieux connaître les activités de l'assuré, puisque il n'est pas rare que quand une entreprise s'est créée, et ben, quelques années après, il fait d'autres activités. Du coup, on pourra faire cette surveillance en continu. Et puis, au moment de l'indemnisation, c'est l'occasion de revérifier avec un sinistre qui arrive si ce type de sinistre est bien pris en compte. Du coup, en demandant un devis, par exemple, et ensuite en analysant le devis pour savoir si l'activité, les travaux proposés sont bien pris en compte par ce contrat. Maintenant, on va voir d'autres cas d'usage. Bon, avant de passer aux cas d'autres usages, une analyse qu'on peut faire à partir de ce qu'on vient de voir, c'est de dire que d'un côté, les métiers pensent que les problématiques sont trop compliquées, peut-être que ça nécessite beaucoup trop de techniques pour résoudre, notamment avec les textes. Donc, ceux qui ne connaissent pas les techniques d'analyse textuelle, ils peuvent penser que voilà, ça prendrait trop de temps. Et puis de l'autre, il y a les data scientists qui, en revanche, au contraire, essaient de mettre toujours des modèles un peu trop complexes dès le début. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu à travers Kaggle, qui n'est pas forcément le modèle, on va dire, l'approche qu'on a toujours en entreprise quand on ne connaît pas la problématique. Et du coup, en réalité, ce qui se passe, voilà, c'est un process qui est un peu plus itératif, un peu plus complexe par rapport à la construction d'un modèle à réaliser. Donc, je vais vous donner du coup d'autres exemples, comme en marketing, pour les problématiques de marketing. Il peut y avoir plusieurs, comme je disais déjà, au niveau de la souscription avec le géomarketing, la prédiction du coup pour la conversion des clients, des prospects, et post-souscription, analyser les avis clients, et puis tout au long de la vie du contrat, faire de l'upselling ou cross-selling. Et pour la rétention, l'idée, c'est d'analyser les motifs de résiliation, et puis pour chaque motif de résiliation, les actions commerciales éventuellement pour les retenir. Et puis, l'algorithme, là aussi, de classification nous permet de savoir à quel point la personne veut résilier, veut partir de l'entreprise, par exemple. Hop. Et un des exemples ici que je mets en évidence, c'est l'approche de cross-selling. Et en réalité, l'approche de cross-selling n'est pas juste de prendre en compte des données en entrée,
et puis de suggérer, et puis d'avoir à la fin un fichier qui dit ce client, il est susceptible d'acheter tel ou tel produit. En réalité, on doit passer par plusieurs étapes et chaque étape nécessitant des algorithmes d'ailleurs ou pas. Ça peut être parfois des règles qui sont presque déterministes pour le besoin de chaque étape. Par exemple, la première étape, ça peut être l'analyse des besoins. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit savoir, avant de proposer un produit à un client, pour savoir si ce client a vraiment besoin de ce produit-là. Je vais citer un exemple très concret. Pour un banque assureur, par exemple, grâce aux transactions bancaires, on peut, par exemple, analyser l'achat régulier ou pas de l'essence, ou alors même le paiement d'une prime d'assurance. Et ben, en détectant ce genre de transaction, on peut conclure dans ce cas-là avec une forte certitude que ce besoin d'assurance auto est là. Maintenant, une fois qu'on détecte ce besoin, ça ne veut pas dire que ça y est, on va lui vendre. Pourquoi? Parce que il faut savoir, avant de vendre, quels sont les argumentaires de vente. Donc, je ne vais pas plus détailler que ça. Tout simplement, l'idée ici, c'est juste illustrer le fait qu'on n'a pas un modèle qui fonctionne pour tout. En fonction de la réalité, encore une fois, des problématiques qu'on a, on doit découper les différentes problématiques et puis construire des algorithmes ou des modèles pour chaque sous-problématique qu'on a identifiée. Je vais passer plus vite. Et là, c'est encore plus vrai. Et du coup, par rapport au marketing, d'ailleurs, je vais montrer à la fin, il y aura justement un webinaire consacré aux problématiques de marketing. Et puis aussi, du coup, pour la fraude. Pour la détection de fraude, c'est la même chose. Je vais montrer un peu cette approche. Et ce que je disais au début, donc ça s'applique aussi pour marketing, ça s'applique aussi pour la détection de fraude. Et on peut penser qu'il peut y avoir un modèle comme ça qui pourrait uniquement, on va dire, créer de la main des data scientists en prenant en compte, comme on dirait, des données passées et l'intelligence artificielle va, d'une certaine façon, trouver que certains dossiers sont frauduleux ou pas. En réalité, c'est un peu plus, ouais, pas forcément compliqué, mais ça doit être décrit de façon plus précise que ça. Et la collaboration entre, encore une fois, métier data scientist nous aide à mieux voir exactement ce qu'on fait. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de faire cette approche de créer plein de modèles, de la même manière qu'on a vu par rapport aux plein finalement de garanties BTP qu'on essaie de détecter. Et ici, en fraude, c'est d'autant plus vrai parce que chaque type de fraude finalement, enfin chaque fraudeur presque parfois, a ses modes opératoires qui sont bien précis. Et l'idée du coup, c'est pour chaque scénario de fraude de construire des modèles différents, spécifiques, ciblant donc chaque scénario de fraude. Et quand je dis ça, c'est évidemment aussi vrai pour les actions derrière. Donc parfois, pour certains types entre guillemets de fraude, qu'on ne pourra pas forcément, comment dire, justifier, prouver, et même devant le tribunal, on ne peut pas prouver. En discutant avec les métiers, on peut bien imaginer ça. Et ben, l'idée, c'est comment dire, de mettre en place des actions diverses et variées qui sont spécifiques pour chaque scénario. Là aussi, du coup, on va en parler. Bon, d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour cette problématique, je vous invite à nous envoyer les problématiques que vous rencontrez justement avec les processus de détection de fraude. Voilà, quelles sont les difficultés de façon générale dans le processus de fraude? Quels sont les points faibles si jamais vous avez déjà des outils de détection de fraude? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que ces outils de détection de fraude fassent? Maintenant, les techniques de data science. Donc, pour mettre en place tout ça, vous avez vu déjà quelques techniques. Du coup, pour repartir un peu sur la base, l'idée, c'est de dire que les processus de traitement de données, on a finalement des étapes qui sont presque standardisées. Et pour chaque étape, il est nécessaire d'acquérir les compétences qui sont plus ou moins différentes pour s'assurer de la bonne des bons résultats de chaque étape. La première étape, du coup, c'est la conception de la problématique. Très souvent, depuis tout à l'heure, je disais qu'il faut collaborer et vraiment, cette collaboration n'est pas
juste quelques questions-réponses. Et très souvent, on se rend compte qu'en creusant, on comprend beaucoup plus précisément les objectifs que les métiers n'arrivent pas à décrire de prime abord. Par exemple, comme je disais, là encore, pour ce que montre le cas de BTP, c'est que pour certaines activités, la détection de mots-clés peut suffire. Donc, on peut déjà sortir des résultats, mais pour d'autres libellés, ça peut être plus compliqué. Et là même, j'avais pas parlé de la négation. Parfois, dans un texte, on peut mettre une négation en disant que c'est pas, par exemple, un restaurant, c'est pas une activité de menuisier. Et du coup, la négation, ça nécessite encore d'autres techniques pour les détecter. Et la collecte des données, donc c'est, comme je disais, web scraping. Donc l'idée, c'est de, si jamais l'assuré a un site internet, l'idée, c'est d'aller sur son site automatiquement, récupérer toutes les informations. Donc on n'a pas à demander. Donc les textes que je vous montrais au début là, donc ça peut provenir des sites internet des assurés. La transformation des données, là, vous l'avez vu au niveau des données textuelles. Donc, c'est vrai aussi en fait pour les données tabulaires. Et évidemment, c'est encore plus vrai s'il s'agit des images ou des sons. Et l'analyse des données dans cette étape-là, je mets tout ce qui est algorithme, machine learning, justement, et on va voir un exemple simple plus tard. Et la visualisation des données, c'est là aussi, il y a plusieurs utilités qu'on va voir après. Du coup, l'exploration nécessite parfois des graphiques permettant de mettre en évidence des informations de façon simple et visuelle, déjà quand on essaie d'explorer les données. Et quand on essaie aussi de comprendre les algorithmes, ce que font les algorithmes, on a aussi besoin de la visualisation. Ça donne un côté intuitif pour la compréhension du principe. Et puis, à la fin, quand on a un outil, la visualisation permet de mieux restituer et donc de mieux mettre en évidence les insights qui ont été trouvés grâce à des algorithmes. Et on peut même reprendre l'exemple que j'ai mis dans le cas de BTP, le fait juste de surligner des mots permettant donc une meilleure restitution visuelle, plutôt que juste de dire tel ou tel mot de façon isolée qui ne sont pas intégrés dans le texte initial, par exemple. Et puis l'OCR Text Mining, vous avez déjà vu quelques exemples. Machine Learning, c'est, je fais court, mais c'est justement là où il y a plus de techniques à comprendre. Donc, je vais justement vous montrer rapidement quelques principes d'algorithmes de classification. Alors, quand les données sont extrêmement complexes, on peut être un peu perdu en disant que ce sont des boîtes noires. Mais je vais vous montrer ces quelques principes de classification de façon assez intuitive. Donc, dans un premier temps, on va essayer de réduire un peu le nombre de dimensions. C'est-à-dire qu'au lieu d'analyser 100 variables d'un coup, eh ben, on va juste prendre 2 variables. Et ici, par exemple, l'idée, c'est juste de dire que voilà, il y a des points rouges qui sont là, il y a des points bleus qui sont là. Si jamais on a un nouveau point noir que vous voyez là, eh ben, quelle serait la couleur de ce point? Si jamais on avait plus de temps, on pourrait faire un brainstorming et vous allez voir que les principes que vous allez voir après sont finalement assez intuitifs. Et du coup, pour aller simplifier encore plus la problématique, on peut même juste prendre une variable, x, et vous avez tout point là. Donc là, y, finalement, j'ai mis le y, la valeur de y 0,1, ça représente tout simplement la couleur. 0, c'est rouge, 1, du coup, c'est bleu. Et donc, comment on peut faire du coup la classification en 2 minutes? Je vais vous présenter 5 principes. Le premier principe, c'est l'analyse des voisins. Donc, le fait d'avoir ce nouveau point, eh ben, on peut regarder la couleur des voisins. Et qui dit voisin dit distance. Donc, il va falloir calculer des distances. Et là, c'est unidimensionnel. Donc, du coup, pour chaque point, on peut calculer une probabilité grâce, encore une fois, aux voisins. Le deuxième principe, c'est tracer finalement une droite et puis la lisser. Alors oui, pour chaque principe, bien sûr, il y a vraiment des algorithmes qui sont associés. Donc, peut-être que ça vous parle.
Donc, ce deuxième principe-là, c'est de tracer voilà, une droite, par exemple, comme ça. Évidemment, ce n'est pas optimal. On pourrait faire un peu plus comme ça, ou alors lisser carrément, donc comme ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'algorithme derrière. Bon, ça, c'est la deuxième façon de faire. Et là, j'ai fait en 2D. Donc, quand c'est en 2D, donc, il y aura une surface qui permet de séparer, encore une fois, les droites. Donc, comme je disais, vous voyez la visualisation, du coup, ça parle plus. Donc, le troisième principe, c'est examiner les zones, je dirais, frontalières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les données sont linéairement séparables complètement, on pourrait dire que bah, j'ai fait une frontière ici qui permet de séparer les deux. Évidemment, vous voyez que s'il y a des points un peu d'anomalie, eh ben, cette frontière-là ne serait pas très optimale. On préférerait peut-être plutôt comme ça, et en prenant en compte le point d'anomalie, en le pénalisant un peu. Et là, c'est en 2D. Donc, l'idée du coup en 2D, c'est de trouver une droite qui permet de séparer au mieux les deux tas de points qui sont sur ce plan. Et évidemment, quand c'est non linéairement séparable complètement, on a une frontière de ce genre-là. Et évidemment, chaque point et tout ça, avec les ronds là, ça a des sens extrêmement précis en mathématiques. Donc, on a cette intuition qui n'est pas, qui est tout simple, hein, c'est d'examiner la frontière. Et après, l'approfondissement de ce principe mathématique permet d'aboutir à des algorithmes qui peuvent être extrêmement performants. Le troisième principe, c'est analyser la distribution. C'est-à-dire que d'un côté, la distribution des points rouges, de l'autre, la distribution des points bleus, et ben, on peut faire le rapport des deux et on arrive du coup à avoir cette même courbe qui ressemble un peu à la courbe que j'ai lissée au début, là, dans le deuxième principe. Donc, du coup, par là, je voulais aussi dire que tout ce que vous venez de voir là, les trois principes, en réalité, c'est extrêmement lié. Donc, mathématiquement, il suffit de faire quelques opérations pour passer d'un principe à l'autre. Et sans oublier donc le cinquième principe, diviser pour mieux régner. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez ce type d'algorithme. Pour chaque valeur, on peut tester si cette valeur permet de bien séparer les classes en deux, et on construit un indicateur pour trouver finalement le point séparateur optimal. Et évidemment, vous avez sans doute entendu parler du réseau de neurones. Et là, c'est une visualisation d'un réseau de neurones qui est d'ailleurs le neurone de sortie en prenant en compte deux variables x, y avec une couche cachée de 3 neurones. Et ben voilà, c'est une visualisation que vous voyez là. Alors, d'un certain angle, vous allez voir que les points rouges et bleus sont séparés presque linéairement grâce à cette surface qui est construite donc grâce au réseau de neurones. Voilà, j'ai fini cette présentation. J'espère que ça vous est utile. Ça vous a permis de voir quelques cas d'usage et comment on construit ces cas d'usage, et aussi quelques techniques au principe de classification concernant machine learning. Et pour la suite, donc juste pour cette série de webinaires, il y aura aussi un webinaire consacré sur les problématiques de marketing, un autre sur la partie fraude, et puis pour les techniques de machine learning. Merci. Alors, Kaysan, du coup, est-ce qu'on pourrait répondre du coup aux questions des personnes? Du coup, oui, tout à fait. Alors, j'y vais. Hop. Attendez 2 secondes. C'est bizarre. Excusez-moi, j'ai un petit souci pour l'affichage des questions. Ouais, la fenêtre est petite. Moi, ouais, voilà. Non, il y avait une remarque d'une personne qui trouve ça très intéressante, mais qui avait un petit souci de son. Voilà. Est-ce que du coup, l'ensemble des participants, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser à Kaysan. Vous avez un petit module du coup qui est dédié à cet effet, donc sur le module de GoToWebinar, des questions, des remarques. Alors oui, une première question.
d'un des participants. Il dit, vous avez parlé de web scrapping. Est-ce qu'on a le droit? C'est une question qui est épineuse. Alors moi, je ne suis pas juriste, donc je peux pas répondre à cette question de façon tout à fait, on va dire, correcte juridiquement parlant. Euh, Ce que je sais, c'est qu'il y a plein de startups qui le font et il y en a même qui créent des outils pour faciliter le web scrapping. Et dans des sociétés diverses et variées, il y a des équipes qui le font aussi. En revanche, avant de le faire, il est important de contacter justement les juristes de l'entreprise pour savoir à quel point on a le droit ou pas. Évidemment, ça va dépendre des sites. Donc, sur certains sites, c'est marqué de façon explicite que c'est pas légal de le faire. Donc, du coup, on a clairement la réponse. Sur d'autres sites du genre, justement, comme j'ai cité, des sites des assurés, et ben, si on peut demander l'autorisation peut-être même à ces assurés pour savoir si on peut le faire. Et de façon générale, ça touche une question de RGPD, enfin RGPD. RGPD, c'est plus pour les données personnelles. Mais de façon Ouais, tout à générale, fait. oui, c'est poser la question aux gens avant de faire ce genre de collecte. Et en réalité, c'est ce qui se passe aussi avec plein de contrats. Donc, on doit mettre des clauses dans les contrats pour avoir le consentement finalement des clients avant de faire toutes sortes de traitements des données. Et même, oui, quand je dis client, oui, c'est même, est-ce qu'on a le droit de récupérer les données ailleurs et comparer aux données que eux, ils ont fournies à l'assureur. Donc, tout ça, c'est Ouais. des questions très importantes, évidemment, opérationnellement parlant. Moi, j'ai commencé, j'ai regardé vite fait là sur ce qu'on dit un peu sur le web sur le sujet, et c'est un peu touchy au niveau juridique. Hein. Faut dire Oui, clairement les choses. Hein. Donc, parce qu'en plus de ça, il y a des législations, il y a ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis. Donc, avant de se lancer dans ce genre de démarche, moi, si j'ai quelques conseils à donner, faut vraiment regarder les textes. Il y a pas mal de littérature sur ce sujet là sur le web. Donc, regardez, il y a déjà pas mal d'articles qui existent et des digests là-dessus. Il faut vraiment faire attention. Hein. ouais. Parce que ça peut être assimilé à du vol de données, clairement. Alors, une autre question. Vous avez parlé de distance phonétique. Il n'existe pas de dictionnaire en français. Il dit à la main, c'est compliqué. Ouais. En fait, quand vous dites il n'existe pas de dictionnaire en français, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là exactement. Quand on parle de dictionnaire, oui, il peut y avoir des correspondances qui sont construites dans des packages qui permettent ensuite d'être utilisées. Typiquement, c'est vrai pour les stop words, par exemple. C'est des personnes qui ont mis, je dirais manuellement, là aussi, des mots dans une liste en disant que voilà, ce sont des stop words en français. Mais il faut savoir que comment ça a été fait, et ben, ça a été fait manuellement. Quelque part, il y a bien quelqu'un, si on parle du dictionnaire, il y a bien quelqu'un qui a fait ça à la main. Donc, moi, à ma connaissance, pour la distance justement phonétique, il y a des choses, du coup, il y a des dictionnaires qui existent pour des mots en anglais, mais malheureusement, en français, si on essaie de faire des choses précises, et d'ailleurs, selon en fait les problématiques, la pondération peut différer. C'est toujours mieux de faire entre guillemets à la main. Et quand on dit à la main, évidemment, c'est pas complètement à la main dans le sens où on peut aussi construire des algorithmes permettant, enfin des algorithmes, oui, des, euh, comment, des règles permettant de faire plus facilement certaines opérations. Par exemple, encore une fois, l'exemple que je citais sur en 1 et tout ça, eh ben, on pourrait mettre ces mêmes problématiques de sons similaires pour les traiter de façon regroupée. Et pourquoi il n'est pas préférable d'utiliser, pour redonner quelques exemples, des dictionnaires qui existent déjà en anglais, et ben, par exemple, les mots comme S ou D se prononcent en anglais, alors qu'en français, ce n'est pas le cas. H, c'est pareil. Et donc, en faisant, entre guillemets, à la main, on maîtrise ce qu'on fait, quoi, on va dire. Et le principe, c'est, je dirais, le même
pour la construction des algorithmes ou des modèles de façon générale. L'idée, c'est pas de faire à la main, mais l'idée, c'est au moins de comprendre exactement les principes sous-jacents derrière. Et maintenant, en faisant quelque chose nous-mêmes, on est sûr de maîtriser exactement ce qu'on fait. Et du coup, la dissonance phonétique, ouais, c'est un exemple intéressant dans le sens où personnellement, je ne connais pas de dictionnaire. Ok. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement une autre question? On va attendre une minute. Eh bien, écoutez, non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là du coup pour ce webinaire. Et il me reste à remercier Kaizen pour le travail qu'il a fourni. Donc, ben voilà, Kaizen, il y a des gens aussi qui te remercient. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire gratuit organisé par les formations de l'assurance, de l'Argus d'assurance avec Kaizen Chi, donc de Capgemini. Et on espère vous retrouver prochainement pour éventuellement aussi soit un webinaire, soit une de nos formations proposées sur ces sujets-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Kaizen. Merci à tous, merci Joël. Merci. À Bonne bientôt. soirée à tous. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir.